Aujourd'hui, on va parler un peu de science-fiction. Alors normalement, vous êtes en train de vous dire, je sais pas ce qui se passe avec celui-là, d'habitude il parle du passé, soudainement il se met à parler du futur, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Asseyez-vous, on va en parler un petit peu. Alors pour commencer, il y a des domaines de la science-fiction qui se passent théoriquement dans le passé. C'est le cas de Star Wars par exemple, mais plus proche de nous en termes de thématique, un jour il faudra que je vous parle de steampunk. Mais aujourd'hui on va vraiment parler de la science-fiction du futur, le classique. Et je vais vous expliquer pourquoi cette science-fiction a besoin de l'histoire. Et pour ça, une fois n'est pas coutume, on va parler jeux vidéo pour exemple, en s'appuyant sur Destiny 2 et l'univers de Destiny en général. Alors je n'ai pas choisi Destiny au hasard, déjà c'est un jeu que j'aime énormément, j'ai eu un très gros coup de cœur pour la licence il y a environ 1 an, et j'ai passé déjà des centaines d'heures dessus. Sachant cela, Bungie, l'éditeur du jeu, m'a demandé si je voulais faire une vidéo pour la sortie de la nouvelle extension majeure, la Reine Sorcière, qui est sortie le 22 février dernier. Alors je me voyais mal refuser, d'autant plus que Destiny 2 est construit littéralement avec des références historiques dans tous les sens. Malgré son aspect finalement très futuriste, eh bien dans Destiny, l'histoire est partout. Et je vais vous expliquer en quoi, eh bien c'est très intéressant. Bon, commençons par le commencement, la science-fiction, c'est quoi? Selon le Robert, dictionnaire de son état, la science-fiction est un genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. Alors évidemment, si vous avez touché un peu la SF dans votre vie, vous allez me dire que la définition est quand même très réductrice par rapport à l'étendue inimaginable de la richesse du genre. Typiquement, le steampunk entre difficilement dans cette catégorie, à moins de se placer au 19e siècle. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Jules Verne, le célèbre romancier français, aujourd'hui considéré comme le plus grand père fondateur de la science-fiction, et deuxième auteur le plus traduit au monde. Alors, la première, c'est la romancière britannique Agatha Christie. Voilà, si vous voulez vous la péter en soirée, vous pouvez ressortir l'info, c'est cadeau. Jules Verne a imaginé la science-fiction de son époque, même si pour nous aujourd'hui certaines choses sont datées, et certaines semblent s'être réalisées. Pensez-y à ça, pensez-y. Je vous jure que vous verrez plus jamais la science-fiction de la même façon. Bref, résumons cela, l'ASF est un genre imaginaire qui représente un futur projeté. Que cela soit le nôtre, celui d'une galaxie lointaine comme Star Wars, ou celui qu'on installe avec comme point de départ une autre époque. Ensuite, comme à nos habitudes, cassons ensemble une énorme idée reçue. Combien de fois ai-je lu dans mes commentaires c'est de la fantasy ou de la science-fiction, ça n'a pas besoin d'être cohérent. Alors je parle de fantasy parce que c'est le même problème avec. Les univers imaginaires ont besoin d'être cohérents, parce que c'est ce qui permet de nous faire rentrer dedans et d'y croire, tout simplement. Après attention, ils ont besoin de cohérence, mais de leur propre cohérence, leur propre logique. Si on vous dit « désormais la technologie permet de faire des sabres laser qui ont telle et telle capacité », eh bien vous l'intégrez naturellement à l'univers. Mais si soudainement les sabres laser permettent de se téléporter, de ressusciter les morts, de s'appeler à l'autre bout de la galaxie, ou je sais pas, de faire le café, eh bien en fait l'équilibre des choses est complètement brisé, l'univers devient incohérent et vous en sortez automatiquement. Et c'est nul. Oui, je pense très fort à quelque chose quand je dis ça. De la même manière, si vous avez une fiction où des humains, visiblement soumis aux mêmes lois de la physique que nous, peuvent traverser des armures en acier comme si c'était du papier, eh bien c'est pénible. Désolé, c'est pénible. Ne riez pas, ça arrive tout le temps. Faites un peu attention dans les séries, dans les films, ça va vous faire péter un plomb. Enfin, moi en tout cas ça me fait péter un plomb. Enfin c'est au moins aussi cohérent que si vous arrivez à couper une voiture avec une épée. Et cela dit, ce serait plus cohérent parce qu'en fait la tôle automobile est beaucoup moins grosse que la tôle d'armure. Voilà. Mais je crois que je m'égare encore. Donc de base, il faut que les choses se tiennent. Et c'est là que j'en viens au point historique. Parce que finalement, comment est-ce qu'on peut savoir les choses qui fonctionnent ou non dans la vie? Pas rappeler Fred Degem. Les armes, le corps humain, ce que tel ou tel matériau peut faire. En règle générale, quand vous savez pas, vous faites comme tout le monde, vous demandez à quelqu'un qui sait. Et ce quelqu'un, il a appris son savoir en étudiant beaucoup, en pratiquant souvent et en tirant parti des siècles d'évolution des connaissances avant lui. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? Et oui, c'est ça qui va vous donner finalement un résultat cohérent, un résultat solide, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Et c'est pas de la magie, c'est pas de la divination non plus, c'est juste le fruit de l'évolution humaine. Donc, partant de ce principe, à votre avis, est-ce qu'il est plus facile pour mettre en place des univers cohérents d'essayer de partir du grand rien intersidéral et sortir des trucs de son imaginaire, ou s'appuyer sur ces millénaires d'évolution pour construire du solide en utilisant ça comme base? Oui, bon, j'avoue que la formulation de la question répond peut-être un peu à celle-là. D'une certaine manière, oui. J'avoue.
De toute façon, il faut bien vous dire que personne, absolument personne, ne peut prétendre sortir une idée complètement novatrice comme ça de son chapeau, sans aucune inspiration de nulle part. Et puis je trouve que c'est tout de même terriblement orgueilleux de croire que l'on peut réussir à montrer quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment, lorsque des générations entières se sont succédées pour optimiser la question de la meilleure des manières. Et c'est à vous que je parle, les réalisateurs et costumiers de cinéma là. Nous sommes tous et toutes le produit de nos inspirations, de nos éducations, de nos influences. Partant de là, quelque chose que vous imaginez comme étant complètement original ne peut pas venir de nulle part. Pas complètement, en tout cas. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les univers fantastiques ou de fantasy les plus connus ont de très fortes références historiques. Pensez au Seigneur des Anneaux, par exemple, ou Harry Potter, Game of Thrones. Je suis sûr que vous allez trouver plein d'exemples. Et la science-fiction n'est absolument pas en reste. Parce que vous avez beau projeter un univers dans le futur, eh ben cet univers il ne vient pas de nulle part, et à partir du moment où vous imaginez un futur possible, ou un univers alternatif avec des humains, vous allez retrouver des schémas. Et en plus de ça, ces schémas historiques, eh bien ils sont bien pratiques. Parce que même cachés, ils permettent au spectateur de s'identifier rapidement et facilement en percevant des références qu'il connaît. Et je vous mets au défi, trouvez-moi un univers de science-fiction qui n'a pas de près ou de loin des références historiques. Prenons Star Wars par exemple, c'est bourré c'est littéralement construit sur des références historiques. Et je suis sûr que vous allez avoir en commentaire plein d'exemples, mettez-les-moi en commentaire, des exemples d'univers de science-fiction qui utilisent l'histoire. Parce que je vais probablement découvrir des trucs, mais surtout ça aide au référencement. Et puis abonnez-vous. À Instagram aussi. Bref, on parle d'exemples, mais je vais développer un peu en parlant d'un univers de science-fiction que je commence à bien connaître, celui de Destiny. Et j'avoue que j'ai rarement vu un jeu avec un univers narratif aussi riche et aussi développé que celui-ci. Et pour les fans d'histoire comme moi, et puis comme vous je l'espère aussi, les références historiques sont absolument partout et tout le temps. Résumons l'histoire de base du jeu. Nous sommes dans le futur, et à la suite de plusieurs guerres et rencontres avec des entités extraterrestres, la Terre est un territoire contesté. La dernière cité, immense et fortifiée, constitue le dernier bastion civilisé de l'humanité. Au-dessus flotte le Voyageur, une immense sphère qui semble veiller sur cette cité et donne les pouvoirs de la lumière aux gardiens, la dernière ligne de défense de cette humanité dans toute la galaxie, rempart contre un ennemi aux multiples visages, les ténèbres. Voilà, science-fiction à fond, genre post-apocalyptique, on est en plein dedans, vous connaissez. L'essentiel du jeu consiste à incarner un gardien et tenter de comprendre les mystères de l'univers pour assurer la survie de l'humanité et se défendre contre toutes les menaces extraterrestres. Menaces à quatre bras, menaces robotisées, menaces conquérantes, menaces corrompues et des gros aliens bourrins pas cool du tout. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les créateurs du jeu ont su parfaitement appliquer une recette très intelligente. Des inspirations que l'on connaît déjà d'autres mondes imaginaires, une grosse couche de leur propre univers narratif très riche, et enfin, on soude l'ensemble avec des références historiques très nettes. Cela permet au joueur de toujours trouver des choses dans le lore de l'univers, c'est-à-dire son narratif, quelque chose qui va lui parler, ou qu'il va comprendre plus facilement grâce aux références communes. Et ça les amis, ça se ressent globalement en 3 points, le lore lui-même, les décors et les armes. Dans le lore, on trouve énormément de références historiques, certaines sont bien cachées et d'autres non. Par exemple, la race extraterrestre des Vex, qui se déplace dans des corps robotiques, emprunte énormément de son vocabulaire à la mythologie. Les soldats de base sont des gobelins, les snipers des hobgoblins, les ennemis plus gros des minotaures, les éléments volants de soutien sont des harpies, les gros modèles surarmés des hydres, les gros modèles agressifs des wyverns, etc., etc., etc. La mythologie et l'histoire donnent aussi leurs inspirations à d'autres personnages comme Osiris, un gardien légendaire au centre des intrigues qui semble avoir été considéré comme mort avant de revenir à la vie, comme le dieu égyptien auquel il emprunte son nom. Le Seigneur Saladin est un gardien combattant, armé d'une philosophie très solide et dont les actions contribuèrent à unir et sauver les humains de la dernière cité. L'armurier principal de la tour porte le nom de Banshee, tout comme la créature mythologique celtique dont le cri et la présence annoncent la mort. Pour un spécialiste des armes, c'est assez amusant comme clin d'œil, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça amusant. Parce que j'adore l'humour. Soyez drôle. On peut y remarquer aussi des références historiques philosophiques. Par exemple, il existe une race de dragons à la forme changeante qui peut exaucer les vœux, mais dont les dons s'avèrent souvent trompeurs et autodestructeurs. Ces dragons portent le nom d'Ahamkara, comme l'élément philosophique hindou en rapport avec l'ego et l'orgueil. Alors c'est plus compliqué, mais disons que ça résume assez bien l'idée de base. Et cette idée, elle correspond finalement très bien aux problèmes qu'on a dans le lore avec les Ahamkara. Assez régulièrement.
Concernant les décors, parfois c'est ténu, et parfois ça nous explose au visage tant le jeu arrive à créer des ambiances complètement folles, rien qu'avec ses environnements. Sur la Terre, on a par exemple le Cosmodrome, qui correspond grosso modo à l'ancienne Russie, avec des clins d'œil aux cimetières d'avions russes comme celui d'Ulianovsk, mais également les bateaux de la mer d'asséchée d'Aral, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Toujours sur la Terre, la zone morte européenne intègre comme base une ancienne église, et on y trouve des bâtiments anciens et des esplanades à fontaines envahies par les ennemis. Difficile de ne pas voir dans la Cité des Rêves une évocation de ville ancienne futuriste, presque idéale. Le design y mélange les références romanes et antiques, avec ses bâtiments blancs, ses grandes esplanades pour se retrouver, ses jardins et ses statues. Bon, vous verrez aussi probablement une influence elfique, mais il nous faudra reparler un jour de rajouter ça à la liste des choses dont on doit parler un jour, les références historiques dans la fantasy. Un autre jour. Les architectures de la ruche emploient des bases qui rappellent fortement par endroits un style gothique très muté et horriblement torturé, et dans la dernière extension, les développeurs de chez Bungie ont décidé d'aller encore plus loin dans ce domaine d'inspiration. Mais parlons un peu des armes. Destiny en utilise beaucoup puisque le jeu est un FPS, un jeu de tir à la première personne. Et au milieu des trucs très futuristes, on retrouve quand même des arcs, des épées, des revolvers, qui sont des classes d'armes à part entière. Certaines autres ont un design assez rétro pour rappeler les temps lointains de l'humanité pour le jeu, et une époque pas si lointaine pour nous qui correspond plutôt aux guerres du XXe siècle. Et si cela ne suffisait pas, eh bien c'est quand même très difficile de ne pas voir les influences historiques dans certaines armes exotiques du jeu. C'est le cas du revolver Sturm qui n'a rien d'un revolver mais qui est clairement basé sur un Mauser C96, ou le 4e cavalier qui fait penser aux armes à canon multiples du XVIIe siècle dont je vous avais parlé dans la vidéo au musée de l'armée. Et quand on voit le lance-grenade Lion de guerre, le fusil d'éclaireur Récit d'un homme mort, ou encore le fusil à impulsion aile de vigilance, avouez qu'il est difficile de ne pas y voir une inspiration plus que juste rétro. En fait, ce sont des inspirations purement historiques. Pourtant, l'histoire ici n'est pas envahissante ou abusée, elle sert juste de socle à la crédibilité de l'ensemble pour asseoir l'univers et servir de gigantesque excuse à l'inspiration et à la créativité. Tout cela contribue à insuffler au jeu une profondeur, une assise. Ce trio d'inspiration entre références populaires, références purement liées au jeu et références historiques, eh bien cela rend un effet sérieux tout de suite. Parce qu'on a tout de suite l'impression de se sentir à la maison, on comprend certaines références, et on a très vite envie de chercher et trouver les autres, parce qu'on sait qu'elles sont quelque part bien cachées. Et si vous voulez mon avis, c'est très bien vu. En fait, tout cela joue sur nos références communes pour déclencher les sentiments et les perceptions liées à ces références communes. Allez, pour finir, on se fait 3 références en vrac dans le jeu, des petits clins d'œil historiques qui vous montreront jusqu'où ils ont eu envie d'aller, et peut-être que ça a échappé à certains d'entre vous. Lors du lancement de Destiny 2, le dernier bastion de la Terre est attaqué par un envahisseur sauvage et effrayant, les Cabals. La machine censée à l'origine protéger la Terre suivant désormais ses propres buts, au lieu de prévenir loin en amont, elle a simplement émis une communication un peu obscure. Le nom de code de cette communication était Lindisfarne. Or, Lindisfarne, c'est le nom du premier monastère dans lequel on a longtemps cru que les Vikings avaient fait leur premier raid en Europe de l'Ouest. On voit d'ailleurs ce passage dans la série Vikings, et la date du raid, 793, est devenue le marqueur d'une nouvelle ère, celle des Vikings. Tout comme l'invasion de la Terre par les Cabals est devenue le marqueur d'une nouvelle ère, celle de Destiny 2. On notera aussi que l'intelligence artificielle de la machine que j'ai évoquée s'appelle Rasputin. D'ailleurs, parlons des Cabals. C'est une nation conquérante et guerrière, avec un empereur à leur tête. Leurs soldats sont des légionnaires menés par des centurions. Ils ont aussi des soldats appelés phalanges qui utilisent de grands boucliers. On y trouve des responsables politiques qui ont le titre de consul et des grades militaires comme Brachus, Valus ou Primus. Cela ne vous rappelle rien? Si vous ne sentez pas la Rome antique derrière ces inspirations, derrière ces noms et ces références, c'est que vraiment vous faites pas d'efforts. Faites des efforts. L'arme exotique pochette d'allumettes de Tommy est un fusil d'assaut très clairement inspiré des Thompson M1921 à chargeur tambour. Ces derniers sont bien connus pour être l'arme des règlements de compte des gangsters de la Prohibition, où la puissance de feu considérable compense la précision pour le moins aléatoire de l'arme. Et dans le jeu d'ailleurs, c'est très bien rendu cet effet. Plus amusant encore, ce pistolet mitrailleur Thompson était surnommé Tommy Gun. Avouez que là, il est quand même très difficile de croire au hasard. Bref, vous l'aurez compris, l'univers de Destiny est pour moi un parfait exemple d'un univers qui réussit à allier les anciennes et les nouvelles voies. Sans renier ses inspirations, mais en les assumant pleinement pour donner du corps à son univers, comme le font finalement tous les plus grands univers de science-fiction.
Le 22 février est donc sortie la dernière extension du jeu, la Reine Sorcière. Bon déjà, Reine et Sorcière, je vous fais pas un dessin, on a 2 références historiques rien que dans son titre qui permettent de savoir un petit peu où est-ce qu'on va aller avec le grand ennemi de cette extension. Et c'est exactement ce que je vous raconte depuis le début. Les références communes permettent de se mettre tout de suite dans l'ambiance et comprendre immédiatement ce à quoi on a affaire. Les références sont une part subtile de la narration qui fait appel à notre imaginaire commun pour enrichir l'univers dans lequel on se trouve. Le tout, c'est de ne pas trop tomber dans le fanservice pour ne pas avoir que des clins d'œil un peu lourds qui vont desservir le récit et faire sortir de la narration. Au-delà de cette appellation de Reine Sorcière, Bungie a choisi de développer un univers gothique très marqué pour servir de support à ce personnage contre qui les joueurs attendent de se frotter depuis plusieurs années, après qu'elle se soit servie de sa ruse et de ses machinations incessantes pour leur pourrir la vie. Des rosaces gigantesques, des palais, des cathédrales torturées et immenses, en ponçant l'extension à sa sortie, j'en ai pris plein la vue. C'est magnifique. Nul doute que ce personnage, Savathûn, réserve encore bien des surprises et des coups tordus, et je vous encourage assez fort à jouer à ce jeu que j'aime de tout mon cœur. Vous m'y croiserez sûrement à un moment ou à un autre, et pour ceux et celles que ça intéresse, je vais beaucoup en parler en live sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre la belle communauté que nous sommes déjà là-bas. Un grand merci à Bungie de m'avoir fait confiance pour réaliser cette vidéo, c'est un sujet dont je pourrais parler des heures tant Destiny fait désormais partie de mon quotidien, et me permet de m'évader un peu au lieu de faire que travailler pour cette chaîne. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Non, je vais pas le casser, je vais pas le casser, vous en faites pas, je vais pas le casser.